suis Hugo, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent pour la première fois au repas ufologique. Je suis responsable des repas ufologiques de Montpellier depuis 2 ans à peu près. Et ceux qui ne connaissent pas l'association, c'est une association nationale qui organise des rencontres autour de l'ufologie dans plusieurs grandes villes de France. Il y en a à Toulouse, il y a la responsable des repas ufologiques de Toulouse qui est là, il y en a à Orléans, à Paris, à Nantes et à Brest. Et ce soir, il y a Mike qui va nous faire une conférence sur les dirigeables fantômes de 1897 et la vague des années 50. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je vous remercie à tous d'être venus. Bien, bonsoir à tous. Donc c'est Mike Adébaran de la Gazette de Braine-le-Château aussi, donc des repas ufologiques. Je remercie Hugo et Jenny pour l'accueil, donc pour les repas ufologiques. Et merci aussi à Isort d'être venu, des repas ufologiques de Toulouse, et aussi des membres du Folandoc qui sont là. Alors, on va commencer déjà ce phénomène des dirigeables fantômes de 1896-97. Il intervient déjà avec Jules Verne, qui en 1886 a écrit Robur le Conquérant, où il y avait justement ces phénomènes de dirigeables, avec une sorte de héros qui avait un dirigeable très futuriste, donc très avancé. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il aurait vu, donc soit 10 ans avant cette vague de dirigeables qui est arrivée en 1897 dans le Midwest américain et à San Francisco, en 96. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, soit Jules Verne a pu voir un certain futur, comme certains auteurs ont pu voir, par exemple pour le Titanic, un auteur a écrit le Titan à l'avance, ou soit le phénomène OVNI, on le sait, a des particularités qui fait qu'il s'adapte aussi au phénomène livresque, sociologique et local en fait aussi du pays ou des coutumes, des us et coutumes du pays. Voilà. Alors on va commencer donc avec, donc cela commence en 1896 du côté de la Californie. Le 6 novembre 1896, il y a donc une sorte d'objet qui apparaît dans la ville de Californie. Le 18 novembre à Sacramento, San Francisco et Oakland, il y a un engin étrange qui est vu dans le ciel. Ensuite, le 22 novembre 1896, c'est un cigare volant qui apparaît au sud de Chico et de Santa Rosa. Alors, ce qui est assez intéressant pour ces fameux dirigeables, c'est que le Zeppelin, il apparaît au même moment en 1897. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont des capacités un peu comme les ovnis modernes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont assez lentement au début, puis ils peuvent partir comme des coups de fusil, comme le cas des ovnis plus actuels. Aussi, ils ont des capacités de lumière, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des projecteurs, et à l'époque, ce n'est pas possible d'avoir des projecteurs aussi forts, et c'était trop lourd, beaucoup trop lourd en fait pour l'appareillage. Il n'était pas possible d'avoir ces projecteurs, et pourtant, il y avait des projecteurs qui éclairaient des fois des villages ou des villes. Donc cette première partie de 1896, elle intervient donc dans la région de la Bay Area. Et puis, à partir du 15 mars 1897, là, elle envahit le Kansas, le Nebraska, l'Iowa, donc tout ce qui est Midwest américain. Donc le 8 avril 1897, un objet lumineux semble suivre la voie ferrée près de Cedar Rapids. Le lendemain, ce sont des habitants de plusieurs villes éparpillées dans le Missouri, le Wisconsin, l'Illinois, qui aperçoivent une sorte de cigare. Le 11 avril 1897, il s'agit d'un objet aussi volant, qui a un bruit strident, qui survole la ville d'Appleton, dans le Wisconsin. Et quelques jours plus tard,
le fermier qui se trouve de la région, il trouve dans son champ une tige métallique et une lettre où on lit ceci: le problème de la navigation aérienne a été résolu. Nous avons été capables d'atteindre la vitesse de 240 km/h et une altitude de 750 mètres. Le message, que le fermier considère comme un message peut-être d'ailleurs, se demande ce qui se passe. Et aussi dans le message, il y a une description technique de l'engin et même son mode de propulsion, la vapeur. Alors, il y a une chose assez drôle dans le phénomène ovni, c'est qu'il se joue de nous de plusieurs façons. Là, à l'époque, en 1896-97, dans les cas au sol, en fait, quand il y a eu des cas de personnes qui les ont rencontrés, il n'y avait pas de petits gris, il n'y avait pas de petits verts ou d'autres. Ils se présentaient comme des farmers américains en mimétisme social avec les métiers du témoin ou la région du témoin ou us et coutumes de la région. Le 12 avril 1897, il y a à Nilwood, c'est une petite bourgade en fait, là aussi il y a ce sorte de cigares et certaines personnes tentent de s'en approcher, mais l'engin part doucement. Ensuite, après, il y a dans le Michigan aussi, à Battle Creek, il y a aussi à 40 km de là, à Kalamazoo, des témoins aperçoivent le même cigare lumineux, on l'a appelé le bateau aérien à l'époque, ou l'airship. Et puis ils entendent une terrible explosion, et le lendemain matin, il y a un certain nombre de débris éparpillés, dont une bobine de fil métallique. Alors aussi, le 13 avril, on retrouve aussi ces fameux cigares qui ont des lumières bleues, rouges et vertes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des lumières particulières. On sait que le phénomène ovni développe certaines couleurs que l'entendement humain ne voit pas, ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des couleurs qui n'existent pas dans la vision humaine. Donc là, il y avait aussi des couleurs particulières. À Fontanelle, Iowa, en 1897, il y a le 13 avril une sorte de bateau aérien donc, qui a été encore vu par la population tout entière. Il se déplaçait très lentement et on pouvait voir très distinctement la machine, longue d'environ 60 pieds. Alors il parlait en pieds à l'époque. Et on entendait juste une vibration des ailes. Alors ce qui est assez intéressant et drôle, c'est que ces appareils avaient des fois des ailes volantes, des ailes battantes, ce qui paraît complètement incongru. Donc vous pouvez voir très distinctement cette sorte d'ailes, et puis il y avait encore ces habituelles lumières de couleur. On entendait aussi le bruit que faisait la machine, comme aussi des airs d'orchestre. Et donc ils ont essayé de l'appeler pour le saluer au passage, mais l'engin s'en alla. Après, il y a eu en avril, toujours, il y a eu dans l'Iowa aussi des traces d'engins avec pareil des sortes de lumières rouges avec d'autres couleurs. À Springfield, près de Shelby, il y a encore des engins bizarres, et là on semble entendre les témoins semblent entendre une conversation. Et surtout on voit que l'engin il va très très vite. Donc à 300 km/h à peu près, une vitesse inconcevable pour l'époque. Le 15 avril 1997, un autre témoin voit une sorte de nuage oblong qui se déplace horizontalement et puis devient sphérique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce genre de phénomène de distorsion. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, pour certains ovnis, on peut voir que parfois il peut être triangulaire, et puis il se forme en cercle, ou inversement, il est métamorphique, il est comme protéiforme. Le Houston Post aussi relate le 22 avril une histoire avec M. John M. Barclay, qui habite dans la ville de Rockland. C'est quelqu'un qui est assez réputé. Et puis lui, en fait, il entend aussi un de ces engins aériens. Et là, ça se trouve dans le Texas. Et il voit donc un objet de forme étrange, oblongue, avec des ailes sur le côté des amarres, de taille, de forme variée, des lumières brillantes,
qui semblait briller davantage que des lumières électriques. Et quand il l'a vu la première fois, en fait, il se demandait ce que faisait cet engin-là. Donc, dès que l'engin a atterri, les lumières s'éteignirent, et la nuit était assez claire pour qu'il puisse distinguer un homme mortel, c'est-à-dire qui nous ressemblait tout à fait, comme un farmer, comme lui-même, en miroir. Et cet homme-là arrive et lui demande, M. Barclay demande, mais qui êtes-vous, que voulez-vous? Qu'importe mon nom, appelez-moi Smith. Ce pilote, en quelque sorte, de cet engin, lui dit, je voudrais de l'huile lubrifiante, appelez-moi une paire de ciseaux à froid, et s'il pouvait m'en procurer, ainsi qu'il y ait peu de sulfate de cuivre. Je suppose que le sieur de pierre, à côté, a les 2 premiers articles, et que le télégraphiste aura le sulfate de cuivre. Voici un billet de $10, prenez-le, procurez-vous ces choses et gardez l'argent, le reste de l'argent pour votre peine. Alors, M. Barclay, c'est exécuté, il demande quand même, mais qu'est-ce que vous avez là-bas? Emmenez-moi le voir. Alors, le pilote en question lui dit, non, nous ne pouvons pas, mais nous ne pouvons pas vous permettre de vous approcher, mais faites ce que je vous ai demandé, et nous apprécierons votre amabilité. Et un jour prochain, nous reviendrons vers vous, et vous rentrons votre gentillesse en vous en faisant faire un petit tour. Alors, M. Barclay s'en va, il va ramener de l'huile et des ciseaux à froid, il n'a pu trouver les sulfates de cuivre, les gens n'avaient pas de petite monnaie, M. Barclay voulut rendre le billet de $10, mais l'homme refusa. Il lui donna une poignée de main, le remercia cordialement, et le pria de ne pas le suivre jusqu'au bateau. Comme il partait, M. Barclay l'appela et lui demanda d'où il venait, il dit de nulle part. Mais nous serons en Grèce demain. Alors il y a souvent ce genre de témoignage un peu absurde. Et après l'engin s'en va, il part comme un coup de fusil. Là encore, on revient aux ovnis un peu plus modernes. Il y a un cas qui ressemble, c'est le cas de Laszlo Juvari, qui est assez connu en 1954 à Raon-l'Étape dans les Vosges, où là c'est une personne qui rencontre un pilote, et ce pilote en fait s'amorce un dialogue assez absurde. Le témoin en fait, connaissant un peu le russe, essaie de s'en servir. L'homme qui avait une voix aiguë lui demande où suis-je, en Italie, en Espagne, et puis il voulait savoir à quelle distance il se trouvait de la frontière allemande et à quelle heure il était. Alors Juvari, il lui dit qu'il se trouve à une certaine distance, et il lui dit qu'il est environ 2h30, et l'homme en question lui dit non, vous mentez, il est 4h. Donc ça amorce une sorte de dialogue absurde. On retrouve ça souvent dans les cas de RR3, ce qu'on appelle où il y a un dialogue. Il y a un dialogue festival, une sorte de festival d'absurdité. On retrouve souvent ce genre de choses dans certains cas aussi des années 50, mais on reviendra après dessus. Donc il y a beaucoup de ce genre de cas, en fait, où il y a eu beaucoup de témoins qui rencontraient ces êtres ou pilotes qui ne se faisaient absolument pas passer pour extraterrestres ou martiens, ça n'existait pas à l'époque. Il s'agissait plus d'un phénomène de miroir où ils se disaient nous sommes des voyageurs, on voyage en bateau aérien, et il y a souvent ces sortes d'échanges. C'est-à-dire qu'ils demandent des fois de l'eau du puits, ou ils demandent ce genre de coup de la panne qu'on retrouve souvent dans le phénomène de vie actuel, où le témoin arrive, il croit que les entités en quelque sorte sont très occupées, ils ne font pas attention aux témoins, et des fois ils lui demandent quelque chose. Alors ce qu'on retrouve aussi dans d'autres traditions anciennes en Irlande, où il y a la gentilhommerie, qui est un peuple en quelque sorte de fées, de lutins, et Jacques Vallée parlait de ça aussi dans son livre Passeport pour la Magonie. Et il demandait aussi, ces êtres-là, de l'eau du puits ou de l'eau en échange de gâteaux, ce qu'on retrouvera dans un autre cas, j'en parlerai après. Donc il y a ce genre d'échange, en fait, ce qu'on retrouve dans le folklore occidental ancien des fées, des lutins, on le retrouve après dans le phénomène plus récent.
Alors Pierre Biroudi, Jacques Vallée, Bertrand Meeus ont expliqué ce genre de choses aussi. Et Eric Zaucher. Il y a aussi d'autres cas qui sont assez intéressants. Il s'agit de M. Nichols aussi, qui a rencontré aussi ce genre de visiteurs nocturnes. Et là, ils avaient des seaux d'eau. Et ils demandent la permission de tirer l'eau du puits. Donc là aussi, il y a encore ce phénomène d'échange. Et puis il y avait des lumières rouges aussi autour plusieurs lumières de couleur. Et donc M. Nichols perçoit 6 ou 8 individus qui étaient près du bateau. La machine avait l'air très compliquée. Et le temps lui manqua pour comprendre comment elle fonctionnait. Et donc un des hommes de l'équipage lui dit que le problème de la navigation aérienne avait été résolu, que le bateau, la voiture, le bateau aérien est construit avec une matière récemment découverte, qui a la propriété de se maintenir par elle-même dans l'air. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il y avait toute cette théorie du plus lourd que l'air. Alors, il y avait des débats en fait entre le plus lourd que l'air, et c'est pour ça que par rapport aux ballons dirigeables. Certains pensaient que ça ne pouvait pas marcher. Donc, ce plus lourd que l'air, la puissance du moteur était fournie par une électricité fortement condensée. On informa que 5 ou 6 de ces engins avaient déjà été construits dans une petite ville du comté de l'Iowa, que bientôt l'invention serait livrée au public. On était en train de former une compagnie qui aura un immense stock et que pendant le courant de l'année prochaine, on se servira par toutes ces machines. Il y a encore ce dialogue où les phénomènes et les pilotes mentent sur soit leur origine. On retrouve ça dans plusieurs cas où ils se font passer des fois pour martiens, et quand on voit qu'on peut aller sur Mars, ils se font passer pour vénusiens ou pour Zeta Reticuli, pour Betty Barney, puis après ça peut être Sirius, puis c'est toujours plus loin. Il s'agit toujours de mentir en pot aux témoins. Et c'est une sorte aussi de dialogue, de manière à ce que le témoin puisse comprendre. Souvent, il y a ce genre de choses. Là, on va voir un cas. Je vais vous montrer l'image. Il s'agit donc du cas d'Alexander Hamilton. Il s'agit de Leroy, dans le Kansas, le 20 avril 1897, où Alexander Hamilton est témoin d'une scène assez étonnante. Ces bêtes sont réveillées par un bruit, et il se disait qu'est-ce que cela peut être? Il sort et puis il voit à son grand étonnement un navire aérien descendre au-dessus de son pré. Ils sont plusieurs à venir, et l'engin est une forme de cigare de 100 mètres de long. Et il y avait peut-être comme une sorte de chariot en dessous. Ce chariot était en verre ou une autre matière transparente, qui alternait avec une étroite bande de matière opaque. Il était brillamment éclairé de l'intérieur. Et tout était parfaitement visible. Il était occupé par des êtres aussi assez étranges. Ils baragouinaient ensemble, mais dans un langage inconnu. Toutes les parties du vaisseau qui n'étaient pas transparentes étaient rouge foncé. Donc ils sont un peu muets de stupeur. Et puis un bruit attire leur attention. Et un phare se dirige droit sur eux. Et donc ils se rapprochent quand même, ils vont aller voir. Mais il y a aussi une sorte de roue de turbine d'environ 10 mètres de diamètre qui tournait lentement au-dessus de l'engin, qui se mit à ronfler. Le vaisseau s'éleva lentement comme un oiseau, mais quand il fut à quelques 100 mètres au-dessus d'eux, il sembla rester en suspens, juste au-dessus d'une genisse qui beuglait et sautait et qui semblait accrochée à la clôture. Alors ils ont été vers elle. Ils ont découvert un câble épais d'environ 1 cm et une matière rouge qui faisait un nœud coulant autour de la bête. Alors ils ont essayé de sortir la bête du nœud, mais ils ne sont pas arrivés, et finalement ils voient l'engin qui emmène la bête. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle des mutilations minimales, dans des cas plus récents, mais là déjà en 1897, il y avait ce genre de choses, puisque le lendemain, ils ont retrouvé la bête dans un champ avec... justement, il n'y avait plus de peau, les pieds et la tête, elle avait été coupée. Exactement un peu comme dans certains cas de mutilation animale plus récentes.
Alors, il y a d'autres cas aussi, mais ce cas-là, en fait, il y a eu quand même une charte, carrément, beaucoup de personnes ont voulu témoigner, comme quoi justement ils disaient vrai, un inspecteur des pétroles, le shérif, le juge de paix. Donc c'est un cas qui a été validé, on va dire, à l'époque par les plus hautes autorités. Le 26 avril 1897, à Merkel, dans le Texas, il y a quelque chose qui s'est passé. Et en fait, il s'agit d'un cas intéressant, puisque ce qu'on retrouve, c'est le 26 avril à Merkel, au Texas, donc, des groupes qui reviennent d'une église remarquent un objet lourd qui traîne une corde qui a été attachée. Il est suivi jusqu'au moment où, traversant la voie ferrée, la corde se prit dans un rail. Il lève la tête, et puis il vient ce qui se posait être le bateau aérien, mais il n'était pas assez près pour qu'on puisse avoir l'idée des dimensions. On pouvait voir de la lumière à certains hublots. Il y en avait une très brillante à l'avant qui rappelait celle d'une locomotive. Après quelques minutes, on vit un homme glisser le long de la corde. Il parvient assez près pour qu'on puisse le voir clairement. Il portait un habit bleu de marin et était petit de taille. Il s'arrêta quand il vit les groupes près de l'ancre, coupa la corde sous lui et repartit dans la direction nord-est. L'ancre est maintenant exposée dans la boutique des forgerons Elliott et Miller et attire l'attention de centaines de personnes. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que, comme Jacques Vallée l'a mentionné dans Passeporto Magonia, on retrouve un cas similaire, mais bien plutôt dans les légendes irlandaises. Alors peut-être justement pas spécialement des légendes, mais des récits. Où, à Cloéra, et là on est en 1211, donc c'est très ancien, et on peut voir justement à Cloéra, donc un dimanche, alors tout le monde est à la messe, quelque chose d'assez merveilleux, une ancre fut lancée du ciel, une corde y était attachée, et un des mecs se prit dans l'arche au-dessus de la porte de l'église. Les gens sortirent en courant de l'église et virent dans le ciel un bateau avec des hommes à bord qui flottait en avant du cap de l'ancre. Ils virent un homme en fait enjamber la rambarde et sauter jusqu'à l'ancre pour s'en détacher. On aurait dit qu'il nageait dans l'eau. Alors ce qui est marrant, c'est que dans l'autre cas, il est habillé comme un marin, et là, idem, en fait, il est habillé aussi comme une sorte de marin. Alors les gens se précipitèrent, ils essayaient de se saisir de l'ancre ou de la personne, mais l'évêque leur défendit d'attraper l'homme, car ça pourrait le tuer. L'homme fut laissé libre, il courut au bateau, l'équipage coupa la bord, et le bateau disparut. On retrouve ce genre de cas justement en Irlande, et puis voilà, on peut voir qu'il y a un parallèle entre le folklore ancien, on va dire, et des choses plus modernes. C'est pour ça qu'en quelque sorte, Jung a écrit un mythe moderne. On peut voir justement le corrélat entre des éléments du passé et des éléments plus actuels. Il y a d'autres cas aussi intéressants. Il s'agit de James Houghton. Alors on va montrer l'image. Là, c'est un des Flying Saucer Review de l'époque de 1966 que j'ai en possession, et c'était la revue un peu comme Les Lumières dans la nuit, mais en 1966, c'est revue anglaise. Et là, on peut voir un des cas des dirigeables, donc la Strange Case of the 1897 Airship. James Houghton, donc, c'est relaté en fait dans l'Arkansas Gazette. C'était un conducteur de chemin de fer bien connu de la montagne de fer, le Iron Mountain. Donc il était descendu à Texarkana pour amener un train spécial, et sachant qu'il avait 8 ou 10 heures à passer à Texarkana, il est allé à Roman, en Arkansas, pour chasser un peu. Il était à peu près 15 heures, et quand il est arrivé, la chasse était bonne, et avant qu'ils s'en soient rendu compte, il était déjà 18 heures. Donc il reprend le chemin de la gare, et en marchant dans les broussailles, son attention fut attirée par un bruit familier, que lui, un des seuls, pouvait reconnaître, puisqu'il s'agit du piston de locomotive Westinghouse, qui était connu à l'époque.
Il se dirige aussitôt vers l'appareil. Et là, il y avait un homme de taille moyenne, et il remarqua qu'il avait des verres fumés, donc qui étaient près du sorte de bateau. Il s'approche, donc il est très étonné, il lui dit « Bonjour monsieur, c'est ça le bateau aérien ?» Parce que le bateau aérien, c'était devenu, ça commençait à être connu quand même. C'est ça le bateau aérien? On dit oui, bien sûr, oui monsieur, c'est le bateau aérien. Il y avait 3-4 autres hommes qui étaient là, qui s'occupaient de la quille du bateau. Et en examinant de plus près, en fait, on voit que cette quille était divisée en 2 parties, se terminant à l'avant-pointe, comme la pointe d'un couteau, tandis que le flanc grossissait jusqu'au centre, puis diminue. On voit 3 grandes roues sur chacun des côtés, faites d'un métal recourbé et travaillé de façon à ce qu'en avançant, elles deviennent concaves. Alors, Houghton, il demande au pilote veuillez m'excuser, mais ça ressemble beaucoup au bruit de Westinghouse, au frein de Westinghouse. Et là, on lui répond peut-être bien, ami, mais nous nous servons d'air comprimé et d'aéroplane, mais vous en saurez davantage plus tard. Et là, tout d'un coup, il entend tout est prêt, monsieur. Cria quelqu'un, au moment où le groupe disparaissait dans le vent de l'engin. Il remarque qu'à l'avant de chaque roue, il y a un tube de 2 pouces, il commence à cracher de l'air, les roues commencent à tourner, et puis soudain le bateau s'élève petit à petit en sifflant, et les aéroplanes surgissent, en dressant leur extrémité pointue vers le ciel. Les gouvernails à la poupe du bateau commencent à virer d'un côté, les roues tournèrent si vite qu'on pouvait à peine en voir les rayons. Et en moins de temps il ne put le dire, le bateau fut perdu de vue très vite, il est parti très très vite. Ce qui est intéressant là, c'est encore le mimétisme social, où il est conducteur donc, de train, et puis le phénomène à revenir en quelque sorte se joue de lui, agit en miroir du témoin, et lui fait écouter un bruit de frein de Westinghouse. Là encore, on est dans ce mimétisme social. D'autres cas aussi, il s'agit donc à Hot Springs, le 6 mai 1897. Il y a aussi d'autres cas qui sont apparus à cet endroit-là. Et là-bas, ils sont armés de Winchester, hein, ils sont habitués justement au cas où, et donc ils voient ce bateau descendre. Et puis voit quelqu'un qui a une longue barbe noire qui s'avance, une lanterne à la main. Ils demandent ce qu'ils font. Et là, ils disent bien, on voyage en bateau aérien dans la campagne. On distinguait bien le bateau comme une sorte de cigare. Il faisait assez sombre. Et puis le jeune homme, un des pilotes, il remplissait un grand sac d'eau. Il y a encore cette histoire d'eau qui revient souvent. Comme s'il prenait de l'eau du puits, où ils ont besoin d'eau. L'homme au favori les invite à venir dans l'habitacle. Les témoins disent non, on préfère être mouillé, parce qu'il pleuvait quand même beaucoup. Et puis surtout, il y avait une sorte de lumière qui se fermait, s'allumait, se fermait, s'éteignait, se rallumait. Et on lui dit, oui, cette lumière est si forte qu'elle consomme beaucoup de courant. Donc on est obligé d'éteindre, de rallumer. Ils disent, le pilote en question, disent qu'il voudrait bien rester quelques jours à Hot Springs, mais il ne pouvait pas. Ils disent qu'il devait partir à Nashville, et qu'après il devait aller ailleurs. Donc il y a encore ce genre de discours, et là on n'est pas du tout dans les tigris ou dans des choses plus actuelles, on est vraiment dans l'idée des farmers qu'on retrouve à chaque fois. Donc des auteurs sont penchés dessus. Jean Sider avait sorti un livre en 1987 sur le sujet qui est complètement épuisé, et Jacques Vallée dans Passeporto Magonia on a parlé. Mais après, c'était mis, je veux dire, un peu de côté. Il y a des auteurs bien américains qui en parlent, mais par exemple en France, on n'en parle quasiment pas de cette vague. Elle est très très peu connue, et il y a une raison à cela. C'est qu'il s'agit d'une pré-ufologie. C'est-à-dire qu'en fait,
ils ne ressemblent pas à des soucoupes volantes, ils ressemblent à des dirigeables. Donc, on peut penser qu'il s'agit de dirigeables ou d'inventions humaines. Alors, parfois, il y a peut-être du vrai. On va voir d'autres images qui vont éclaircir un peu justement tout cela. Donc là, ce sont des représentations des fameux dirigeables de l'époque qu'on pouvait voir dans la campagne du Midwest américain. Ce genre de... Voilà. Alors ça, c'est plus récent, mais ça ressemble encore à une sorte de mini-dirigeable. On est en 1954, en Lombardie. Là, ce sont des représentations donc, encore de 1897, il s'agit du juge Love Wasashi, le 18 avril 1897. Et là, encore un dialogue absurde. Hein. Les pilotes lui disent qu'ils viennent de la tribu d'Israël. C'est assez drôle. Hein. Et surtout, on remarque à nouveau hein, ces fameuses ailes battantes. Là, il y a... tellement le sujet est connu et fait tous les journaux, la une des journaux à l'époque, qu'il y a des parodies. Donc des dessins d'époque qui parodient. Là, c'est dans le Nebraska, on voit une sorte de maïs en dirigeable, avec un pilote. Là, il s'agit d'un cas plus récent, à Helmers à Holland, en 1948, où on remarque une sorte de dirigeable. C'est la version moderne du dirigeable, en quelque sorte. Avec encore des petits pilotes. Là, ils sont plus petits maintenant. Là, on peut voir une carte du Midwest américain. On peut voir tous ces petits bateaux avec des ailes battantes. Il y a un peu un effet comique, presque absurde, hein, mais on le retrouve souvent dans le phénomène ovni, quand on analyse bien. Là, en 1896, à San Francisco, on peut voir une représentation de ce qui a été vu. Alors là, c'est assez intéressant. Charles Denshaw, c'est un peintre visionnaire qui a parlé d'une société secrète qui était basée à Sonora, en Californie, et qui, de 1850 à 1858, aurait créé des dirigeables. Et ils étaient allemands. Alors, comme on sait que le Zeppelin avait justement une origine allemande, on sait bien que les frères Horton, avec les ailes, avaient une technologie avancée, et là on se retrouve en 1850, où on voit encore des Allemands qui ont une technologie avancée. Alors bien sûr, on peut gloser sur les technologies allemandes supposées ou mythiques, mythologiques, des futurs Hanebu ou ce genre de choses de vraies, mais là en tout cas il s'agit de Charles Denshaw qui décrit ces choses-là, et cette société donc aurait perduré en Californie jusqu'en dans les années 90, et donc 1896-17. Donc il décrivait dans ses dessins ce genre de choses. Là il s'agit d'une autre représentation, c'est un shérif, donc là on est à Uvalde dans le Texas, et le pilote se faisait appeler Wilson, alors des fois c'est Smith, des fois c'est Wilson. Et là, c'est Wilson de Goshen qui vient de New York. Là, c'est une représentation d'époque aussi, The Mystery Airship. Il y a le Chicago Times Herald. Donc, il y a beaucoup de journaux qui parlent de tout cela à l'époque. Le San Francisco Call, 29 novembre 1896. Alors là, c'est peut-être une sorte de fake. Le colonel H.G. Shaw, le 21 novembre 1896, aura rencontré une sorte de martien à Stockton, en Californie. Alors là, ce cas est sujet à caution. On peut voir ces sortes d'êtres bleus. Ça rappelle certains avions bleus de Jean-Michel Roux, mais on n'en dira pas plus. Là, on comprend une interprétation d'époque. Voilà le fameux livre de Jules Verne, Robert le Conquérant, qui aurait été visionnaire. Soit il a vu cette vague à l'avance, soit le phénomène s'est adapté à un phénomène socio-psychologique, on va dire, un phénomène, on sait très bien qu'il s'amuse
à copier des phénomènes aussi déjà existants pour le reproduire d'une autre façon, puisqu'on est dans l'inconscient collectif de Jung. D'autres versions du livre de Robert le Conquérant, qui lui aussi se présentait comme quelqu'un avec un charisme assez fort. Hein. On retrouve souvent ce genre de choses aussi, puisque le phénomène s'adapte aussi à la psyché du témoin. Dans certains pays d'Amérique du Sud, où justement les témoins sont plus, on va dire, agressifs, eh bien le phénomène est plus agressif. Dans certains autres pays, il va être plus cordial. Là, il est cordial parce que les farmers à l'époque sont assez cordiaux, donc ils s'adaptent. Là, une autre version de Robert le Conquérant. Et il y a eu donc aussi, à la suite de 1897, et il y a eu d'autres vagues. Il y a eu 1909, donc comme précisément ici, ce Scale Ship Mystery. Ce sont des bateaux fantômes qui sont apparus donc de 1909 à 1918, mais surtout cette vague de 1909. Plus tard, il y a eu plein de vagues, parce qu'on retrouve aussi des faux missiles, et je reviendrai après dessus, comme une fausse vague d'avions en Norvège dans les années 30, une fausse vague de missiles qui ressemble à des V2 en 1946. En Suède, où on voit une centaine de crashs, je reviendrai dessus après. Là, il s'agit d'en 1909, et en 1997, elle a aussi un peu perduré au Canada. Là, c'est un des livres aussi que j'ai en possession de Texas, Red Texas Airship Mystery, de Hal Sheridan. Il faut savoir, comme je le disais, il n'y a aucun livre à part Jean Sider qui est écrit dessus. On prévoit justement de faire un essai, un petit livre avec Eric Zocher sur le sujet c'est en prévision de faire en français une version sur les dirigeables. C'est à venir. Un autre livre aussi, c'est The Great Airship Mystery de Daniel Cohen, où là, lui est plus sceptique. Il pense qu'il s'agit plus d'un phénomène humain ou des hallucinations collectives ou d'autres choses. Tellement le sujet est dans les mœurs, dans l'inconscient, qu'il y a même des comédies musicales qui se font. Comme là, le musical Farce Comedy, The Airship, où il y a donc des représentations de bateaux à ailes volantes. Donc on est tellement dans le comique et l'absurde qu'est bien forcément les artistes en Donacage Blanc vont refaire des choses dans l'inimaginable, on va dire. Moi, l'imaginaire, c'est un peu le réalisme magique. Là, c'est un autre livre aussi de Alan Dalbeck. C'est de la presse, c'est des lectures toujours aux États-Unis, puisqu'en Europe, personne n'en a parlé. Là aussi, Michael Busby avait un livre très intéressant. Alors, ils peuvent être commandés, mais c'est assez difficile à avoir aussi. Là, une représentation d'époque du San Francisco Call. Donc là, il s'agit de la vague de 1896. Là encore d'autres revues de presse. Donc ça faisait quand même la une, San Francisco, 19 novembre 1896. Là aussi. What was it? Qu'est-ce que c'était? Un livre de Steve Carper qui reprend en fait aussi toute cette vague de 1896. Là, toute la présentation d'époque, un peu de la mythologie du Moyen-Âge. Là, il s'agit de la couverture justement qu'a utilisé Jean Sider pour son livre de 1987, où tellement c'est ancré dans l'inconscient collectif que là, on parle carrément d'un ballon dirigeable à aile, mais il s'agit de la prospérité, the agent of prosperity. L'agent, le secret de l'airship enfin dévoilé, découvert. C'est la prospérité. Donc quand même, c'était quand même assez connu à l'époque. C'est un sujet qui était complètement oublié, qui reparaît dans certaines mythologies, on va dire livresques, ou de bande dessinée, ou de cinéma, mais quand même à la marge, comme celui-ci. Will Kobolds and Aliens.
Là, c'est un des bateaux là, qui, pour le coup, est humain. Ils essayaient voilà, de voler avec ça. C'est un peu compliqué. Là encore, une des représentations d'époque, au Nebraska. Voilà, le Walter Mosley qui a écrit justement aussi, alors ce n'est pas disponible en français aussi, Empire of the Wheel, Friend from Thunder Rock, qui parle de cette société secrète qui aurait donc été, et on voit justement les Allemands qui étaient là peut-être, en 1850, qui pourrait expliquer le phénomène, mais ça n'explique pas tout. Voilà, Charles Del Shaw, encore, le peintre visionnaire. Une des représentations du dirigeable, dessinée par Ian Zurcher. Là, il s'agit d'un crash, supposé crash. Alors, on parle de Roswell, mais il y avait déjà eu un crash à Aurora, au Texas, le 19 avril 1897, où l'on dit que le moulin était en feu, que la maison aussi, mais il n'y a pas vraiment de preuve véritable de ce crash. En tout cas, il a fait grand bruit à l'époque, mais on n'a pas vraiment eu de preuve véritable. Alors, est-ce que c'est un fake ou non? Ça, c'est à débattre. Il y a beaucoup de débats dans ceux qui s'intéressent à cette vague de 1897. Mais en tout cas, il est mentionné, peut-être comme un des premiers crashs américains. Là, voilà le comique un peu de l'absurde, où il demande, bien sûr, une clavette, il demande de l'eau en échange d'argent, avec ce fameux bateau à aile battante. Donc là, on voit bien qu'il ressemble quand même à quelqu'un qui est de l'époque, comme un pilote. Là, il s'agit de colonel Tom Peoples, à Mill County, au Texas, le 5 novembre 1897. Alors, ce n'est pas la vague du 5 novembre 90, là, c'est celle de 97, avec toujours ces ailes battantes encore qui reviennent. Là, c'est des représentations graphiques que j'ai faites un peu du phénomène des dirigeables, pour illustrer un peu le propos. Donc c'est toujours de l'acier poli, souvent, qui ressemble à des zeppelins, avec des ailes aussi, ou sans. Voilà, je vous montre, je vous fais défiler un peu quelques images de représentation de ce que vous pouvez voir à l'époque de leurs yeux vus, les témoins assez ébahis. Là, c'est Maximilien Lafayette, aussi un des livres pareil sur la vague de 1896-17, plus récent. Alors là, ces fameux farmers qui, eh bien, ils ont leur bac d'eau. Donc les pilotes se présentaient souvent comme ces farmers, habillés de la même façon, avec les chapeaux, toujours très cordiaux. Toujours quelques images. Alors il y avait aussi ces fameuses réparations, où, comme dans les phénomènes des années 50, puisqu'après il disparaît, on retrouve ce même phénomène en 1897 de scénario, on va dire, du coup de la panne. Ils sont occupés, très occupés, ils ignorent le témoin, on répare, on est là, on ignore, et puis quand on voit le témoin, on s'enfuit, on s'en va, ou on lui demande quelque chose, soit on retrouve tout à fait par la suite dans d'autres cas des années 50 ou 60, ce qui après a disparu. Donc toujours avec souvent cet acier poli.
Ça, c'est encore un autre cas de J.B. Ligon et son fils Charles Beaumont au Texas, 19 avril 1897, avec ses fameuses toujours ailes volantes et ses pilotes qui taillent le bout de gras avec eux, qui discutent avec eux, normalement. Une des représentations de l'époque, qui apparaît dans l'Arkansas Gazette, du cas de James Fulton dont j'ai parlé tout à l'heure. Le fameux livre de Jean Sider, l'archive de 1897, désormais épuisé, avec ce graphisme, enfin, cette peinture, ce dessin d'époque qu'il a repris. Il s'agit finalement de ce mythe moderne. Le phénomène agit souvent aussi sur la peur du moment. Et en Suède, là, en 1946, il y a une centaine de crashs de sortes de V2, enfin qui ressemblent à des V2, avec de l'acier poli, et les gens, on sortait de la guerre, ils avaient tellement peur qu'ils se demandaient ce que c'était. Les autorités américaines, les militaires américains sont venus en Suède, d'autres pays aussi, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Et pourtant, une centaine de crashs il y a eu, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Là, c'est une représentation, on va dire, des modernes ufonautes, donc les pilotes ou entités c'est une version, on va dire, moderne de l'ancien farmer, de l'ancien pilote, qu'on retrouve surtout dans les années 50-60, qui après, ce mythe des grands blancs, disparaît on passe dans un nouveau mythe, entre guillemets, quand je dis mythe, une représentation, en quelque sorte, avec les petits gris et d'autres choses. Encore une couverture d'époque, de Sacramento. Alors là, c'est assez intéressant, il s'agit de cas plus récents, donc en Seine-et-Marne, le 19 juin 1974, où on voit justement des sortes on dirait une sorte de petits bateaux, un peu de Nautilus. C'est un témoin donc, qui voit ce genre de choses. Encore des coupures des journaux de l'époque. Donc c'était quand même assez prolifique à cette époque-là. Encore ces bateaux donc, à ailes. Alors bien sûr, on sait très bien que ça ne pouvait pas voler. Hein, il s'agit d'un merveilleux fantastique en quelque sorte, ou d'un absurde, d'une représentation en quelque sorte. Encore des ailes battantes. Ce sont des dessins d'époque. On va passer maintenant à plus récent, on va dire. Donc, on va retrouver cette vague de 1897 dans des cas, on va dire, plus récents, mais des années 50. Puisqu'on va encore trouver on va dire, du tôle-et-boulon, mais pour le coup, du vrai tôle-et-boulon, parce qu'il y a souvent des cas donc, diurnes et avec des traces au sol. Alors, on est en 1916. À Delbourg, donc en août 1916, où là c'est une femme qui s'appelle Agnès Waterland, donc en Angleterre, qui voit ce genre de représentation des premières soucoupes en quelque sorte, mais avant les soucoupes avec des uniformes bleus, quand même assez particuliers. Alors, on est en mimétisme là du moment, puisqu'il s'agit de soldats. Donc ce qu'elle voit, c'est un peu la guerre en miroir. Un autre cas, plus récent, on pourrait penser qu'il s'agit du premier cas français OVNI. Nous sommes le 15 avril 1930 à Montréal. Alors pas le Montréal qu'on connaît, mais Montréal en Ardèche. Et là, le témoin
voit une sorte de fusée de 12 mètres de haut qui est dans le champ, et ça a laissé des empreintes de 6 mètres de diamètre dans l'herbe. Donc il y a eu quand même des traces au sol, il y a eu un examen du sol, mais surtout à l'époque, on ne parlait absolument pas d'OVNI, on ne parlait absolument pas de soucoupe. On est en 1930. Il y a eu plusieurs témoins. Maintenant, on va partir en 1944. Alors, là, il s'agit, on va dire, je vais dire mythe, mais ce n'est pas vraiment un mythe, des grands blonds. Les grands blonds, les fameux grands blonds qu'on peut voir aisément par rapport aux contactés des années 50, que ce soit Adamski, Billy Meyer et bien d'autres, eh bien on les trouve déjà dans les années 40 ou 44. Sauf que les témoins n'ont absolument pas la connaissance, en quelque sorte, du mythe des grands blonds, puisqu'il n'existe pas encore. Sauf que le phénomène peut très bien agir sur la peur du moment. Et là, la peur du moment, c'était la peur des engins, on va dire, allemands ou engins secrets américains. Et là, donc, en 1944, un monsieur qui s'appelle... ça se passe à Coselli, Bustino, près de Lucca. L'homme ne se mentionne pas. Ce qu'il voit, c'est ces êtres-là. Et alors, il pense qu'il s'agit soit justement d'une arme secrète américaine ou d'une arme secrète allemande. Alors, il hésite quand même, mais il voit surtout l'acier très poli. Et tellement poli, tellement presque lumineux, il ne sait pas si la lumière du soleil reflète sur l'engin ou si l'engin est vraiment très lumineux. En tout cas, c'est de l'acier poli, ce qu'on retrouve souvent dans les cas des années 50. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que tout ce mythe des grands blonds, par la suite, ont souvent, dans les contextes des années 50, ils ont certains noms qui peuvent ressembler à la lignée de Cham. On est encore dans la mythologie le miroir social. Alors là, justement, les témoins américains n'avaient absolument pas connaissance de la mythologie babylonienne, et pourtant, les contactés, entre guillemets, étaient mis en relation avec des noms qui avaient une consonance babylonienne ou de la lignée de Cham. Orton, par exemple, pour Adamski, on le retrouve dans le dictionnaire infernal de Colin de Plancy. Il y a Ashtarté, Ishtar, tous ces noms viennent de la lignée de Cham. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cette lignée revient en quelque sorte peut-être se présenter aux témoins, ou alors il revient dans un imaginaire ancien, comme par exemple, on sait très bien qu'il y a des cas de dogman qui apparaissent à des personnes aux États-Unis qui ont des descendances allemandes, des descendances européennes, où ça agit dans le substrat collectif inconscient, très ancien. Donc on peut retrouver souvent ça dans plusieurs cas où le témoin voit quelque chose dont il n'a pas connaissance, mais son statut social, son lieu où il habite est habité par des légendes anciennes dont il n'a pas connaissance, mais que le phénomène peut être voir ou ressentir juste en voyant le témoin ou en voyant son environnement social. Donc ça, c'est assez intéressant je trouve comme analyse pour comprendre peut-être le phénomène OVNI qui n'est pas que Tollet-Boulon. Alors là, justement, pour le coup, on a des cas de Tollet-Boulon, puisque tous ces cas des années 50, il y a souvent des traces au sol, mais ça n'explique pas pour autant une réalité du phénomène dans ce qu'il semble être, dans ce qu'il semble être perçu. Alors, on va passer à un autre cas. Il s'agit de 1948,
Et là, on est finalement dans la version moderne des dirigeables. Mais en 1948, donc à Hemers, à Orlande, il faut savoir que c'est une région de forêt en Rhénanie. Et là, c'est un berger local, en fait, qui voit cet engin, donc de 20 mètres de longueur sur 3 de hauteur. Il essaie de s'approcher. Il s'approche même. Et il voit ces petits êtres qui ont une sorte de boîte sur la poitrine, d'où émergent des tubes reliés à ce qu'ils pensent être des containers à oxygène. De temps en temps, ils emploient les tubes pour pouvoir respirer, et ils parlent entre eux en gesticulant. Et le témoin s'approche, donc. Et ce qu'il se passe, c'est que il touche l'appareil, mais il reçoit une décharge. Et là, il se retrouve à plusieurs mètres inconscient du lieu. Ça a dû durer une demi-heure, hein, ce manège-là. Il reprend connaissance, mais il met du temps quand même. Et on retrouve quand même sur place des traces au sol. Donc ça, c'est aussi intéressant, puisque ce cas, il y a encore des traces qui sont apparues. Et ce qu'on retrouve dans ces cas des années 50. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces cas sont en rapport avec justement l'appareillage high-tech du moment. Donc les bonbonnes à oxygène, ils ressemblent à des pilotes. Ils ressemblent à ce genre de choses. Alors le témoin quand même, puisqu'il a été paralysé par une sorte de lumière, et il a eu des brûlures sur le visage, exactement comme s'il avait pris de coups de soleil. Ça a mis du temps avant que ça parte. Et on retrouve quand même, à l'endroit où l'appareil était posé, des trous ronds et alignés, ainsi que l'herbe brûlée sur des cercles d'1 mètre de diamètre. Donc on retrouve quand même des traces. Et à l'époque, en 1948, il y a eu plusieurs objets du même genre dans la région à plusieurs reprises. On va passer à un autre cas. Il s'agit d'Abia Boitzon. Le témoin, donc, Bruno Faccini, qui a 40 ans, il est chez lui, et puis il sort dehors, parce qu'il y a les toilettes qui sont dehors. Et puis il voit, au fond, comme un scintillement. Alors, il est métallurgiste. Donc ça se passe à Abia Boitzon, en Lombardie. On est le 24 avril 1950. Alors, il voit dehors, il pense qu'il s'agit d'un câble, d'une ligne de haute tension qui est endommagée. Et il se dit, bah, c'est pour moi, je vais y aller, je vais aller voir ce qui se passe. Donc il court au devant de l'incident, et là il se rend compte que dans une clairière, eh bien, il voit cet énorme œuf, qui est comme une sorte de boule aplatie, et il mesurait 7 mètres de hauteur. Et il voit surtout, à bord de cet engin, un ufonaute. Alors, ce qu'on appelle ufonaute, c'est plus l'entité ou le pilote, on va dire, de l'engin. Et il réalise une soudure, exactement en mimétisme du métier du témoin, qui est métallurgiste. C'est ça qui est intéressant. Donc l'engin, il ne paraissait reposer sur le sol que par une échelle, soutenue par des tirants métalliques. Et les êtres, ils marchaient avec difficulté, comme s'ils sautaient sur le sol, comme s'ils avaient du mal. Ils mesurent 1m60-70, ils ressemblent à des scaphandriers. Et là, pareil, il essaie de s'approcher, il veut toucher l'engin, mais sauf qu'il reçoit une sorte de rayon. Il y a comme un appareil photo, ici, comme on va voir ici. Et la personne, donc, prend une sorte de décharge. Il est comme coupé en deux par un rayon.
Et on est en 1950. La plupart des cas, justement, où le témoin a un rayon, eh bien, ça ressemble au cas de Valensole, le 1er juillet 1965, où le témoin est conscient de tout ce qu'il peut voir, mais il ne peut plus bouger. Ce qu'on ne retrouve plus après. Ils avaient des sortes de tubes, et ils paralysaient les témoins avec. Ce qu'on ne retrouve pas après les années 70. On le retrouve surtout à partir des années 50, et ça dure une vingtaine d'années, ce genre de manège, où le témoin est plongé dans un état conscient, mais il est paralysé. Il voit tout ce qui se passe. On retrouve des traces, bien sûr, pour ce cas, puisque la zone ronde est brûlée, l'herbe est brûlée. Il y a 4 traces circulaires, donc de 6 mètres de côté, et on retrouve des résidus métalliques qui furent également retrouvés et récupérés. Ce qu'on retrouve dans la vague de dirigeables de 1897, où plusieurs cas, il y a aussi des débris qui sont apparus après coup. Donc finalement, on est avant Roswell, en 1950, on retrouve des cas en France où justement il y a des résidus métalliques qui ont pu être analysés, qui furent même envoyés dans le laboratoire à Novare. On vit qu'il y avait un métal anticalorique qui résistait à l'usure, au frottement, et on aurait dit qu'ils avaient une matière proche du bronze. Et bien, l'affaire est retombée dans l'oubli. Mais le témoin a quand même eu une tache noire qui est apparue à l'impact dans le dos, qui ne cessa de s'agrandir. Il y a des douleurs, et puis elle a perduré un moment. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que quand, en 1969, le témoin voit les Américains marcher sur la Lune, il s'exprimera, mais c'est exactement le même genre de combinaison qu'ils avaient. Comme s'il avait vu à l'avance, ou comme si le phénomène connaissait le futur. Et là, on retrouve finalement la théorie de Philippe Guillemant, d'OVNI à conscience. On retrouve en fait que le phénomène maîtrise le temps et l'espace, ce qui expliquerait pourquoi en fait on ne peut pas le prendre, on ne peut pas l'attraper, et qu'il est protéiforme, il s'adapte tout le temps. Et qu'on peut pas que tout ce manège est une sorte de scénario. On ne peut pas l'attraper pour cette raison-là aussi. On va passer à un autre cas. Il s'agit du cas de Beau Soleil. Et là, nous sommes en 1951. C'est près de Monaco. Alors, je vais le chercher. Alors, ce cas est intéressant puisque là encore apparaît une sorte de, pas de dirigeable, mais d'une sorte de bulle, on va dire transparente. Et c'est un peu comme s'il s'agissait de bois de gigogne. Puisque les témoins qui sont là assistent à alors, ces témoins n'assistent pas. Il y a d'autres témoins qui sont à côté, qui sont dans un théâtre, et il y a la pièce Lucrèce Borgia qui est jouée. Sauf que ceux qui étaient dans le théâtre ne pouvaient absolument pas voir le phénomène qu'on peut voir ici. Par contre, les témoins, qui étaient 3 ou 4, voient ce phénomène. Et là, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que les petits êtres, un des petits êtres avait une sorte de barbe qu'on retrouve un peu dans ces dirigeables de 1897 et qu'on ne retrouve pas du tout, pratiquement pas, dans les cas des années 50. Et là, pour le coup, on retrouve ces mêmes personnages. Les témoins, donc, appellent ceux qui sont dans le théâtre pour leur dire « Mais voyez-vous, mais sauf que ceux qui assistent à la pièce disent que, ils ne comprennent
pas et les interpelle, mais taisez-vous, les témoins ne le voient pas. Alors finalement, ils se résignent et puis le phénomène reste là quand même, à 7 mètres un peu au-dessus du sol. Et les témoins donc considèrent que cette sorte d'engin, mais ils ont du mal à définir ce que c'est. C'était comme un œuf. Et le pilote, en fait, il avait une combinaison claire, avec donc cette sorte de barbe. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette, on va dire, mythologie de l'œuf avec Jérôme Bosch, avec ces sortes de cercles. Là aussi, et c'est pour ça que le théâtre dans le théâtre, qu'est-ce que cela veut dire? Les témoins assistent à un phénomène, et juste à côté d'eux, d'autres témoins assistent à une pièce. Et là, les témoins justement, qui voient le phénomène sont dans une pièce peut-être. C'est pour ça que je le rapproche d'un phénomène gigogne. On va passer à un autre cas. Il s'agit de Tripoli, 23 octobre 1954. Il s'agit donc des dessins de Eric Zurcher, qui fait des très beaux dessins, qui représentent des cas. Ce qui est souvent un peu mis en avant dans le phénomène, c'est qu'il y a très peu de dessins. Et là, c'est bien ça qui fait des dessins justement assez visuels. Alors, le témoin, en fait, Carmelo P, il voit cet engin qui est une sorte d'œuf. On ne distingue aucune hélice. Et l'avant disposait de 2 portes latérales et une échelle. Alors, il y a souvent des échelles. Là, ça ressemble un peu, finalement, dérivable un peu plus petit. Il y a souvent ce genre d'échelle. Et puis on retrouve souvent dans tous ces apparitions des années 50 le merveilleux technologique. Alors on voit des gros boutons, des nanomètres, là ils ont des casques, des masques à gaz, et des sortes d'écouteurs. Et donc ce qui est intéressant dans ce cas, donc le témoin se rapproche, il essaie de toucher l'échelle et il se prend une décharge. Alors là, un des pilotes vient lui fait comprendre que bah non, il ne vaut mieux pas qu'il s'approche trop, quoi, parce qu'il risque de recevoir une autre décharge. Et surtout, un des êtres remet une des roues. Là, on voit qu'il y a des petits trous. Il remet une des roues en place. On est dans le bout de la panne. Il ne s'occupe pas du témoin, on l'ignore, on est occupé, on recouvre la roue, puis il revient dans le cockpit, comme s'il rien n'était. Chose intéressante, on est en 1954, et là, ils ont des sortes d'éthylotests, comme si ils enlevaient à la bouche, puis ils le remettent, et ça ressemble, le témoin après dira ça ressemble à des éthylotests. Sauf qu'en octobre 54, l'éthylotest n'était pas encore inventé, il est en cours de création, et c'est Borkenstein, Robert F. Borkenstein, qui en 1954 a créé l'éthylotest. Donc encore une fois, le phénomène semble prévoir ou voir des éléments d'avenir, et les représente aux témoins d'une façon détournée, d'une façon comme s'il allait... on lui montre ce qui va arriver. D'ailleurs, pour les pilotes de 1897, on leur disait oui, ça va remplacer votre chemin de fer. Ce seront des bateaux aériens, il y en aura partout. Donc là, un des cas aussi intéressants, c'est aussi l'histoire de montrer quelque chose qui va être en devenir. Donc ça, c'est assez intéressant. On va passer à un autre cas. Il s'agit du cas de Rosa Lotti, qui est assez connu dans l'ufologie pour ceux qui connaissent un peu cette vague des années 50.
nous sommes à Ciamina, en Toscane. C'est une femme qui s'appelle Madame Rosa Lotti, et nous sommes le 1er novembre 1954. La date est importante, le 1er novembre. La fête de tous les saints. Et donc, elle habite dans cette ferme perdue, et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas de jour d'eau. Et donc cette femme croit qu'il s'agit, parce qu'elle voit ces petits êtres et cet engin, donc qui ressemble à une enseigne rouge de bar tabac, avec des cônes soudées de bras à bord. Donc il y a un journal d'ailleurs qui, là c'est une présentation du journal La Dominica del Corriere, qui représente la femme, et on l'a les pieds nus, mais bon, ils ont un peu exagéré, en fait, elle n'était pas pieds nus, c'était un peu pour dire, voilà, il y avait comme si elle avait été illettrée, comme ils n'ont même pas d'électricité, voilà, bon, donc ils ont rajouté une couche, pour se moquer. Dans ce cas, donc, le témoin se rapproche, et puis Madame Lotti croit qu'il s'agit des techniciens de l'électricité, puisque l'électricité commençait à être amenée. Là, elle a mis du temps quand même. Et les petits êtres, ils agissent un peu comme des enfants, comme des petits nains, des lutins farceurs. Alors elle a des bas avec elle. Elle a des fleurs et des bas. Et puis, en fait, très gentiment, d'une façon très polie, en même temps malicieuse, ils lui prennent ses bas. Et les bas, à l'époque, c'est quand même très cher. Ils prennent les bas, ils les jettent dans l'habitacle, et puis en échange, ils veulent lui donner une sorte de petite boîte en cuir. Mais elle préfère les bas. Elle refuse, elle préfère quand même les bas. Et puis surtout, on peut voir dans l'appareillage, on voit, pareil, des gros boutons, des sortes de nanomètres, ce genre de choses qu'on retrouve dans tous les cas des années 50 de France, d'Italie et d'Europe. Donc de cette vague de 1954, puisqu'elle n'était pas qu'en France, septembre, octobre 54, elle était, comme on voit, en Italie, là on est en novembre. Et donc ils discutent entre eux, elle voit qu'elle ne récupérera pas ses bras. Alors elle part, elle va à l'église, et puis elle rencontre le prêtre, elle raconte son aventure, et puis on lui dit, mais vous avez vu les martiens? Parce qu'à l'époque on parlait des martiens. Elle ne sait pas ce que c'est pour elle. Il s'agit d'êtres, de démons. Et, encore une fois, son activité, c'était d'aller à l'église. On est le 1er novembre. Et là, il s'agit de petits nains, de petits lutins, de petits démons en quelque sorte peut-être, de petits diables, qui l'attendent, qui veulent lui donner quelque chose. En échange, on lui prend ses bas. Donc il y a un côté un peu presque érotique, presque, on va dire... de tentation, et on est le 1er novembre. Justement, elle va à l'église. On est encore dans le mimétisme, d'une autre façon, où le phénomène s'amuse avec elle, en quelque sorte. Pendant longtemps, elle a été persuadée qu'il s'agissait donc des petits êtres, qui c'était un peu petit, mais c'était des techniciens pour elle. Ce qu'on retrouve dans plusieurs cas, je montrerai après les images, souvent les êtres en question font semblant de vouloir donner quelque chose, mais tout le temps ils le reprennent. À chaque fois, ils font semblant de donner. Ah, oui, on va vous le donner, mais alors, ah ben non, les autres ne veulent pas. Alors on reprend, il n'y a pas de preuve. Dans le cas de Métier Barnet, le livre noir, je vais montrer les images après. Dans d'autres cas, il y a ce genre de choses aussi. Donc il y a encore ce phénomène de tromperie, souvent le phénomène s'amuse à ça. On est dans le folklore. Alors, il y a une autre représentation du cas. Voilà une illustration, on voit ces sont de nanomètres qu'elle peut voir. Alors ce qui est drôle aussi, c'est que ce qu'il voulait lui donner, c'était en cuir, donc il y a une connotation un peu, puis l'engin ressemblait un peu à du cuir aussi. Bon, on pensera ce qu'on voudra. On va passer à un autre cas.
On va partir en 1959. On va le trouver. Ça se passe à Aubagne, à Bouches-du-Rhône, 29 octobre 1959. Cette femme, en fait, éteint son linge, et puis elle voit ce qu'elle appellera un bateau fondant les nuages, une sorte de bateau aérien. Il y a une grande verrière, et puis il y a ces êtres qui sont tous blonds. Voilà, on n'est plus dans les grands blonds, là. Mais pourtant on est en France, hein, en 59, et puis cette femme-là n'avait sûrement pas entendu parler de Adamski ou de ce genre de choses. Il y avait une vingtaine d'hommes, hein, de grande taille, uniforme blanc, manches courtes, code d'officier, souriants, mais ils avaient l'air de se moquer d'elle quand même. Ils ont les cheveux blonds et elle dit les visages étaient très beaux, du jamais vu. Alors elle est comme déstabilisée, et surtout que pendant tout le temps, elle continue à faire son linge. Elle regarde ce phénomène, elle continue à faire son linge, mais surtout, elle se rend compte que les mains et le linge sont gelés. Donc on est dans un effet dose en quelque sorte. Elle est plongée dans autre chose. On voit bien qu'elle n'est plus elle-même. Elle est sous un état de choc. Ça ressemble un peu à un sous-marin, au Nautilus. Un peu. Et finalement, l'engin, après, s'en va presque d'un coup. Un autre cas. Alors, on va partir en 1976 à Castelfranco Veneto, automne 1976. Il s'agit d'Enrico C, qui est chargé de communication de l'aviation italienne. Il roule au volant de sa voiture sur une grande route et puis il distingue cet appareil qui est quand même assez grand. Hein. Et puis ce qu'il peut voir surtout, c'est ces formes étranges, des antennes disposées en forme de treillis. Puis au-dessus, il y a 3 petits êtres. Évidemment, les petits êtres, c'est pas le plus important. Ce qui est intéressant, c'est que ces représentations, on va dire, de protubérantes, hein, presque d'1,50 m de ces antennes, sont en mimétisme avec, encore une fois, le métier du témoin. Et le métier du témoin, c'est d'être chargé des télécommunications. Et là, on voit bien que ça ressemble un peu à des engins de télécommunications. Ça, c'est assez drôle aussi. On retrouve aussi, dans un cas beaucoup plus récent, il n'y a pas d'année, mais dans l'Aude, où il y a un gigantesque sorte de dirigeable qui est apparu avec des sortes de boulons, mais des boulons gros comme des roues de voiture, et quelque chose d'immense. On retrouve ce genre aussi de représentation de dirigeable plus récent. Plus tard, il téléphone à un ami qui travaille avec lui à la base, puisqu'après il y a 2 quand même F-16 qui sont arrivés, 2 avions, enfin pas F-16 mais 2 avions de chasse qui ont essayé de poursuivre cet appareil. Et puis ils n'ont pas réussi. Le lendemain, des officiels approchent le témoin et lui disent de ne jamais parler de ce qu'il avait observé. Et donc il en a parlé beaucoup plus tard. Voilà des cas encore du mimétisme avec le témoin, le métier du témoin. On va partir en Pologne et nous sommes en 1978. Il y a Emil Sin le 10 mai 1978. Le témoin il a une carriole, il est dans les bois, et puis il voit ces 2 petits êtres qui le suivent. Et intéressant, les pieds des sortes de lutins ou de petits démons, d'entités en tout cas, ils semblent glisser sur la boue, ils ne s'y enfoncent pas.
Et les petits êtres, en fait, s'installent à bord de la charrette, comme si de rien n'était. Alors il suit, il a une charrette, hein, et puis il s'installe dedans. Alors, il arrive jusqu'à une carrière où on voit cet engin. Ce qu'il voit, voilà, une sorte d'engin avec des vis, ce qu'on appelle les vis Archimède, qui tournent. Alors ce qui est intéressant, c'est que après, bien sûr, on l'emmène un peu à bord, on lui fait une petite saignée, hein, ça c'est de coutume, une petite opération, on lui fait ce qu'il faut. Mais surtout les petites entités ont l'air de manger des sortes de stalactites noires. Et ça a l'air très bon. En tout cas, ils ont l'air d'aimer. Ils lui proposent au témoin. Mais lui, il s'y refuse, hein, il ne préfère pas en prendre. Ce qui est intéressant, c'est que dans le folklore polonais, il y a les démons qui mangent justement des sortes de pierres noires. Sauf que le témoin, il n'a pas vraiment connaissance de la mythologie polonaise ancienne. Et encore une fois, le phénomène semble s'adapter à la psyché du témoin, mais la psyché très très lointaine, où on remonte à un archétype, à une mythologie qu'il ne peut peut-être pas connaître, mais qui est dans ses origines. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce cas. Je vais montrer d'autres cas. Là, il s'agit en 1944 d'une fille qui voit ces petits êtres, on a toujours sur la roue, et ne s'approche pas trop, hein, elle a un peu peur, et puis après, finalement, ces êtres-là s'en vont, mais on est dans une pré-ufologie, hein, parce que 44, on est avant 47. Là encore, en Lombardie, à Milan, où c'est le témoin voir ce genre d'être, hein, avec des sortes de casques. Là, voilà le fameux Orton de Adamski, qu'on retrouve dans le dictionnaire infernal de Colin Clancy. Là, une représentation en fait, de petits dirigeables, en quelque sorte, mais en 1954. Là, c'est une représentation du cas qu'il aurait pu avoir du crash en France, du soi-disant crash à Alençon 1790, mais il semblerait que ce soit quelque chose de monté avec le commissaire Liaboeuf qui aurait enquêté, avec aussi des sortes de traces. Mais là encore, on n'est sûr de rien véritablement. Mais supposément, ce sera un des premiers cas en France. Là, tout à l'heure, je parlais de la géantillonnerie de Ben Bulben en Irlande, qui, contre de l'eau, échange des sortes de gâteaux ou ce genre de choses qu'on retrouve dans certains cas ovni, justement, où il y a ces échanges. Là, le fameux livre de Betty Barney, ça c'est dans la BD Semenue d'ailleurs, où on lui prend le livre, et elle dit « mais vous m'aviez dit que je pouvais le garder ». « Oui, mais les autres ne veulent pas ». « Mais c'est la preuve ». Ben, c'est justement pour ça, ils ne veulent pas que vous sachiez. On est en 61, hein, on est bien avant les Men in Black. Ils ne veulent pas que vous vous souveniez de ce qui s'est passé, ils veulent vous voir oublier. Mais je ne veux pas oublier, pas peut-être bien, mais j'espère que non, ça ne fera aucun bien. Ça c'est sûr. Là, c'était l'opération qu'avait Betty avec ses longues aiguilles. Et très étrangement, ces longues aiguilles, on peut les retrouver dans le calendrier des bergers, où les démons utilisaient des aiguilles aussi. Là, c'est la fameuse carte de Zeta Reticuli, justement où le fameux être lui montre les lignes commerciales. On parle de lignes commerciales. Alors encore une fois, il lui demande « mais vous savez où vous êtes ?» Et là, non, elle ne sait pas. Là,
c'est un des cas, c'est le bois des Pranes, un cas du 24 août 1976, où quelqu'un qui est assez téméraire, il va les suivre dans les bois pendant très longtemps, et on voit qu'un des êtres, une sorte de fourche, qu'on retrouvera dans un autre pays. Il y a une sorte d'ustensile à la main, et l'appareil semble flotter au sol aussi. Là, c'est le cas de José Ponce et Gustavo González, le 28 novembre 1954 à Caracas. Et là, le témoin s'attaque, on va dire, à des êtres qui sont velus, mais ils sont assez indicatifs. Hein. Et en Amérique du Sud, ils sont souvent assez violents en mimétisme, avec souvent, justement, le contexte, on va dire, social du pays. Là, il s'agit d'un cas assez drôle, il s'agit de Madame P. Et c'est le 22 août 1956, nous sommes à Céret. Là, en fait, cette dame, en fait, est à motocyclette, et elle voit ces pilotes, en quelque sorte, qui sont 2 par 2, hein, comme les Templiers, sauf qu'ils ont des motos énormes, des cylindrés, des casques, et puis ils sont au milieu de la route, ils l'empêchent de passer. Alors elle est obligée de les contourner. Alors là, il n'y a pas d'affaire d'ovni, mais elle voit quand même ces êtres-là. Quand elle passe, ils la regardent tous en même temps, de la même façon. Et quand elle se retourne, ils ont disparu. On retrouve ce cas dans LDN, hein, Lumière de la nuit, Pierre Biroudi parla de ce cas. Pierre Biroudi, qui dans les années 70 a des fois été taclé parce que justement il était trop en avance, il voyait des choses, enfin il avait conscience de certaines choses, comme Jacques Vallée avait pu comprendre aussi, comme Éric Zourchon avait pu comprendre certaines choses. Pierre Biroudi avait compris beaucoup de choses par rapport au phénomène ovni, mais qui a souvent été décrié. Maintenant un peu moins. Mais à l'époque, en tout cas, c'était assez compliqué de faire admettre certaines choses, parce qu'on était dans l'ufologie pure et dure, on va dire. Cela a évolué un peu par la suite. Là, il s'agit du cas de Mme Chavoy le 26 septembre 1954. Et revient encore cette histoire de nordique ou d'homme blanc, puisque entre autres, elle voit cet être-là. Et des nordiques seraient venus, enfin ce qu'elle appelle les nordiques, ils sont venus la voir et lui dire n'en parlez à personne, sinon vous aurez des problèmes. Et on est bien avant les Men in Black, hein, puisqu'on est en 1954. Donc elle s'est tue pendant des années, elle n'a jamais rien dit. Et ils avaient l'air de grands blonds. Voilà le petit tête qu'elle a vu. Qu'on retrouve aussi dans la BD Celui d'ailleurs. Ce qu'elle a vu, c'était une sorte de petite tête dans le maïs. Charles Fort, le livre des damnés, c'est un des livres, on va dire, peut-être un des premiers ufologues, puisqu'il a décrit, dans la Gazette fortéenne, certaines choses, justement, qui étaient pré-ufologiques. Il écrit pas mal de choses, de phénomènes aériens, qui se sont passés, et finalement, c'était le premier qui en est parlé. Donc Charles Fort est un des précurseurs aussi peut-être d'une ufologie plus moderne. Il s'agit de la Côte-sur-Loup, le 18 août 1975, où on voit le phénomène prendre des formes diverses. Hein. Là, il s'agit d'une sorte de porte de frigidaire. Puis il y a eu beaucoup de témoins quand même. Les gendarmes sont venus, il y a eu une enquête. Donc ce cas est assez sérieux aussi. Et là, il s'agit du cas justement de Eagle River, Joe Simonton, le 18 avril 1961, où, là on est encore dans l'absurdité, hein, il est dans son jardin et puis il voit des chiffonautes, donc il y a une sorte d'ovni qui est dans le jardin, puis ils sont en train de faire des crêpes, de faire des gâteaux. Et il lui demande de l'eau du puits. Alors oui, d'accord, il leur donne de l'eau et en échange, il leur donne ces petits gâteaux. Et il a écrit un livre après, hein, Joe Simonton, ça a été réalisé en laboratoire, on a retrouvé que ça ressemblait à des coques de sarrasin, mais il y a encore cette histoire d'échange qu'on retrouve donc
dans les mythologies anciennes de la gentilhommerie en Irlande, qu'on retrouve avec 1897 avec les farmers qui vendent de l'eau en échange d'autres choses. Là, il s'est bien demandé ce que c'était. En tout cas, lui, il se rappelle, enfin, il a fait analyser, mais il n'y a pas eu de preuve véritable. Mais encore une fois, on est dans cette histoire d'échange qu'on retrouve facilement dans toutes les légendes, justement, d'Irlande, et d'échange. Ce qu'on retrouve aussi, finalement, dans les abductions, où on parle d'échange-lignes, aussi, des échanges de bébés, ou ce genre de choses. Là, c'est dans un des cas de Souvenirs d'ailleurs, le 24 avril 1964, Gary Wilcox, qui se trouve en face de petits êtres qui disent qu'ils viennent de la planète Mars. On est à New York, hein, dans l'état de New York. Alors, ils ont ces petits appareillages, là, et puis ils disent qu'ils ne pouvaient pas venir sur notre planète, ils pouvaient venir que tous les 2 ans. Parce que les astronautes ne pourraient pas s'adapter aux conditions de l'espace, que des changements importants allaient se produire dans le système solaire. Et surtout, ils sont très intéressés par les techniques agricoles. Ils sont très intéressés par les engrais, les fertilisants. Ils voudraient en emporter avec eux. Encore une fois, il y a ce phénomène d'échange. Alors ils demandent s'ils peuvent avoir un sac, une sorte de sac de blé, de gruau. Alors finalement, ils laissent un sac, hein, et le lendemain, il avait disparu. Donc ils étaient peut-être venus le chercher, ils étaient férus d'agriculture. On sait bien qu'il y a toujours ce phénomène, comme avec Valençol, hein, où justement ils sont en train de planter ils sont en train de chercher des plantes de lavande, d'autres ça peut être des pierres, il y a toujours ce phénomène de collecte, ce phénomène, on va dire, de mimétisme. Là, il est agriculteur, donc on s'adapte à lui d'une autre façon. Là, il s'agit d'un cas, c'est le 20 juillet 68, à Huyabaku, pour Gabiaku. C'est une forêt qui est très hantée, hein, qui est connue actuellement, où certains y vont se faire des frayeurs. Et là, pour le coup, le témoin en question, il a vu ces êtres-là, il a été un peu effrayé. Hein. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que ces êtres-là avaient un système de parachute Fulton qui ressemble à ce système-là et qui est apparu après. Donc le témoin a vu quelque chose qui n'existait pas encore et qui est apparu après. Donc le système de parachute Fulton. C'était à quel endroit vous avez dit? En Roumanie, au Yabiaku, où justement il y a beaucoup de phénomènes actuellement qui se passent, pas spécialement ufologiques, mais à plein de niveaux. OVNI en Roumanie de Dan Farkas, un livre intéressant puisqu'il fait écho entre la mythologie roumaine qui parle des Yellé. Les Yellé qui sont des fées, des lutins comme la gentilhommerie, hein, qui des fois enlèvent, font des abductions. Et pourtant, on est dans les années 1800, 1900, où il y a ces phénomènes-là d'abduction qui existent déjà dans les mythologies européennes. Donc un livre intéressant pour ce qui concerne les Yellé. Jacques Vallée, donc l'auteur de Passeporto Magonia, ici. Visa pour la Magonie aussi. Qui a écrit aussi le Collège Invisible, qui était le premier à parler du système de contrôle, où le phénomène agirait justement comme ayant un phénomène de contrôle sur l'inconscient collectif. Là aussi, parce qu'on regarde une des versions, où justement le phénomène s'amuse à avoir plusieurs formes. Là, il se présente dans des mots, là, il se présente en petit vert, là, il se présente en grand blanc. Il s'amuse avec le témoin. Passeporto Magonia a aussi une version avec les fées, justement qu'on voit représenter. Là, le fameux livre, justement, Un mythe moderne de Jung, qui parle justement de ce phénomène-là d'inconscient collectif. Là, c'est un des kappas qu'on retrouve dans la mythologie japonaise.
Et on retrouvera ce genre d'être qui la ressemble dans des cas japonais aussi. Ce qui est intéressant, c'est que justement, des lutins irlandais ressemblent aux costumes irlandais, les lutins allemands vont ressembler à des costumes allemands, donc il y a toujours ce phénomène de mimétisme en fait. Est-ce que le témoin, comme Jacques Vallée aussi parfois le dit, est-ce que le témoin crée une réalité et finalement une réalité apparaît? Ou alors est-ce que c'est le phénomène qui s'adapte à nous? Soit dit en passant, il y a quand même des traces au sol, il y a quand même des choses qui se passent. Là, c'est le fameux Laszlo Ujvari avec l'heure là où il disait le pilote lui dit qu'il se trompe sur l'heure, que c'est pas la bonne heure. À la bonne heure. Le pilote là se coupe, s'exprime en russe. Un martien qui parle russe, c'était les coupeurs de journaux de l'époque. Yeats, donc, qui parlait de la gentilhommerie, des Irish Fairy Folk Tales, qui parlaient justement de tous ces cas de la gentilhommerie des légendes anciennes d'Irlande. Powell et Berger, le matin de magicien, puisqu'en fait, eux aussi évoquent à leur façon une sorte de réalisme magique, puisque quand on commence à comprendre que le phénomène ovni agit selon l'inconscient collectif, on peut comprendre aussi le réalisme magique. Pierre Biroudi, dont je parlais tout à l'heure, Aimé Michel, qui lui aussi est un des pionniers, qui a rencontré beaucoup de choses et qui finalement a été peu reconnu. Alors bien sûr, il a été reconnu de l'ufologie traditionnelle, mais il a été oublié pour beaucoup, alors qu'il était novateur, il était très en avant sur certaines choses. Bertrand Méheust aussi, qui lui comprend le phénomène justement entre le folklore et un phénomène réel. Mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement si on ne comprend pas le passé. Et quand on revient dans le passé, dans la mythologie, on comprend ce qui se passe maintenant. Jean Sider aussi, le dossier 54 ou la posture rationaliste, qui lui a donc analysé toute cette période de 1900-1954. La République mystérieuse de Kirk, un des livres aussi qui parle les premiers des faits des lutins, et donc Magonie. Pourquoi Magonie? Parce que c'était Jacques Vallée parle le passeport de la Magonie, parce que à Gobard, à l'époque, l'archevêque à Gobard, à Lyon, il y a eu un bateau aérien qui est arrivé, et il y avait 3 hommes et une femme qui ressemblaient à des sylphes. Mais ils ont failli être lynchés par la foule. Et ils disaient venir de Magonie. Et Agobard a dit au peuple, non, mais ils sont bien d'ici. Et c'est resté. C'est resté, et c'est pour ça que Jacques Vallée a appelé son livre le Passeport pour la Magonie. C'est en référence à Agobard, qu'on retrouve avec Kirk, là en 1691. La veillée sur le détailleur, où il y a certains dessins là, que j'ai présentés tout à l'heure. Encore Yeats. Alors là, un des cas aussi, c'est le cas de Poirot, Marius de Wild, 10 octobre 54. Ça, c'est quand ils reviennent, parce que le premier cas, c'est 10 septembre 54, et là, on est le 10 octobre 54. Les êtres reviennent, et puis ils viennent en journée, et ils lui prennent une poule. Alors il y a encore une sorte d'échange où on prend des animaux, on les... il y a un échange. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que les êtres en question lui auraient donné une sorte de boîte. Alors ça, c'est Jimmy Dieu qui parle de ça. Une sorte de boîte qu'il aurait cachée dans une ferme, sauf que, il faut dire que la DST est venue quand même sur place, parce que là, on voit qu'il y a eu comme des grosses traces au sol, puisque la voie ferrée était très écrasée, on va dire. Et puis, pour une raison ou une autre, Marius de Wild ne sait pas comment, mais ils ont été au courant de cette sorte de boîte. Et ils l'ont pris. D'après Jimmy Dieu. Là aussi, un des cas, c'est le cas de Fény, dans le Nord, où là, c'est un témoin qui voit ce genre d'avion ovni, en quelque sorte.
Là, c'est des cas aussi de mimétisme, on va dire, de bulles. Alors, plusieurs cas intéressants. Le cas de Fémy, donc c'est un couple qui est à la recherche de leur fille. Et il se trouve que la représentation, ils l'ont perdue en fait, ils la cherchent. Et la représentation du phénomène dans le ciel montre deux êtres en quelque sorte, avec un petit être qui est plus haut, qui semble perdu. Donc ça agissait exactement en miroir de leur peur du moment. On voit un couple aussi de joailliers qui voit une sorte d'ovni en forme de joaillerie. Là, ce sont deux infirmières à Chambérat, en avril 75, qui voient deux sortes d'ovnis, mais comme des seringues. Là, deux chasseurs qui voient Richelieu River, Québec, qui voient ce genre de choses un peu comme pour tirer au fusil. Encore une fois, dans le mimétisme de leur métier, ou de leur passion, de leur passe-temps, de leur peur. D'autres représentations aussi d'ovnis qui se ressemblent dans différents pays. Là aussi, il y a ce phénomène de file indienne qu'on retrouve dans certains cas ovnis. Donc là, en janvier 31, Edlof, Scanie en Suède, où on voit le témoin voit une sorte de barque avec des files indiennes, qu'on retrouve dans plusieurs cas assez étranges. Jean Sider, là, dans Mystification, un livre qui parle justement de toute cette vague polymorphique, et notamment aussi de toute la vague des faux avions de Norvège. Il y a eu toute une vague de faux avions de Norvège dans les années 30. Là encore, des représentations d'images qui se ressemblent ou de cas qui se ressemblent dans la morphologie. Par exemple, là, à Saint-Omer, on trouve à Lombez ou en Gers, ils se représentent les mêmes choses. Là aussi, par exemple, Sainte-Croix et dans l'Ontario-Canada, où on trouve les mêmes genres d'êtres. Là, le cas de Fémy, où justement le témoin s'y connaît un petit peu en aviation, et puis en fait le phénomène a quand même une particularité étrange qui ne correspond pas vraiment à l'appareil. Souvent, le phénomène aussi s'amuse à copier des formes existantes ou des engins existants, mais tout en les détournant un peu, de manière à ce que le témoin se rende compte qu'il y a un problème. Sinon, il n'aurait pas vu le problème, il aurait juste vu un engin. Mais quand il y a un problème, justement, on voit qu'il y a un souci et on voit que l'engin n'est pas normal. Donc ça attire l'attention. Il y a ce côté ostentatoire aussi, toujours. Voilà. J'avais montré déjà ce cas tout à l'heure du Nautilus, mais là je vais montrer le cas au-dessus à Salle de Vignafan, donc le 12 août 1974. Donc il s'agit du chef de la sécurité de la SNCF qui s'occupe des faisceaux en sémaphore dans la gare en fait où il est. Et là il voit un ovni qui agit exactement en miroir avec les faisceaux de sémaphore et qui agit de la même façon, un peu comme dans Rencontre troisième type, là où ils reprennent la musique, sauf que là ils reprennent ces faisceaux de lumière. Encore une fois, le phénomène s'adapte à la psyché du témoin, du métier du témoin. Là encore, ça se passe en Grèce avec ces sortes d'êtres en file indienne. Là, les Baba Michelin, la fameuse vague des Baba Michelin, mimétisme du bonhomme Michelin. On retrouve plusieurs cas ainsi aussi. Là, c'est un objet qui est remarqué en Belgique en septembre 69, qui ressemble au Concorde, mais il est en construction à l'époque. Il n'existe pas encore. Là, des gendarmes qui voient un faux TGV à Saint-Clair-du-Rhône, un faux TGV qui s'envole. Des gendarmes quand même. Encore une fois, on s'amuse à faire des faux avions, des faux trains, des faux ballons. Là aussi, la représentation d'autres qui prennent des formes diverses. Là, les fameuses infirmières qui voient ces seringues volantes.
qui a quand même un côté comique. Tout à l'heure, on parlait d'un cas, justement, avec ces sortes de fourches. Et on a Otoko en Bolivie, et à l'époque, c'est la dictature. Et bizarrement, dans l'inconscient collectif, on voit que ces antennes ressemblent un peu à une Svatiska. Peut-être dans l'inconscient collectif pour montrer une dictature. Puis il est un peu habillé en soldat. Hein. C'est un témoin, donc il voit. Différents cas aussi de polymorphisme des objets. Là, un couple à Morez dans le Jura en novembre 1957 voit cette sorte de train qui d'un coup va se transformer en ovni ou en autre chose et qui disparaît, enfin, qui change de forme complètement. Donc ils peuvent imiter ce qu'ils veulent en fait. Là, c'est un robot noir qui est apparu à Saint-Jean-du-Gard, dans les Cévennes, le 9 août 1972, qui se représentait, on va dire, comme un parallélépipède noir avec des petits yeux blancs, et la personne a vu au loin une sorte de bulle, de danger en forme de bulle, qui ressemble à l'Isetta dont j'ai parlé tout à l'heure, à Tripoli, et qui, pareil, agissait en miroir de la voiture du moment qui s'appelle Isetta en Italie. Et là, à l'époque, il y avait cette forme de lumière qu'elle a vue, qui était en forme de bulle. Et là, ce petit être, en fait, c'est un cas assez rare, le robot noir, qui laissait transparaître que toute la nature était figée. Elle a senti quelque chose tout était en arrêt, en effet dose en quelque sorte. Elle s'est retrouvée dans un effet dose. L'effet dose, c'est par exemple beaucoup de témoins qui se retrouvent au milieu d'une route très passante, ou au milieu d'un endroit très, on va dire, il y a beaucoup de monde, et puis tout d'un coup, le témoin se retrouve dans une sorte de silence, et se retrouve dans une bulle. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effet dose. Ça ne dure pas en général, et ça repart après, quand le phénomène est parti. Là, c'est le cas de Socorro, qui semble, en 64, Lonis Zamora, au Nouveau-Mexique, semble préfigurer peut-être avec ce signe les Oumites, peut-être. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a ce cas-là qui s'est retrouvé avec ce même logo, on va dire, dans un autre endroit où la personne était passionnée justement par les Oumites. Ce fameux cas de Socorro, toujours. Là, il s'agit des lutins qui sont apparus les sauterets, on l'appelait les sauterets, à Évillers, c'est dans le Doubs, à Arcs-sous-Cisson aussi, en 1967, ils sont apparus avec une sorte de grand chien, comme un dogman en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la légende, en fait, il ne faut pas les embêter. Hein. Si on les embête, les lutins, les sauterets, eh bien la grange brûle. Et bien, peu de temps après, comme le temps les enfants courent après eux, eh bien la grange a brûlé. Donc il y a souvent ce genre de cas aussi où les lutins en fait sont des précurseurs, on va dire, des ufonautes, des petits ufonautes par la suite. Là, c'est Valensole, justement, où il cueille la lavande. Alors ça, c'est intéressant, puisque peu de gens le savent, c'est que, la présentation de la bande dessinée sur d'ailleurs, à Valensole, il devait y avoir un silo de missiles. Et là, on est le 1er juillet 65, à Valensole, il devait y avoir un silo de missiles qui devait être installé, sauf qu'il a été mis au plateau d'Albion, finalement. Et ce qui est intéressant, souvent on sait bien que le nucléaire, ça attire le phénomène ovni. C'est comme si en fait le phénomène avait eu vent de cette histoire de silo de missile. Encore une fois, il est dans le temps et l'espace, il prévoit ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas. En tout cas, il est présent. Et en plus, il faisait des sortes de Valensole avec Monsieur Masse. L'engin a fait des trous dans le sol.
Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il venait de sonder? Peut-être c'est le domicile du futur, où il y avait peut-être quelque chose. En tout cas, c'est assez étrange quand même que des silos devaient se retrouver à Valensole. Et finalement, n'a pas eu lieu. Mais c'était prévu. Valensole, toujours. Là, le fameux cas du Villas-Boas, 16 octobre 57, où là c'est plutôt des grandes blondes, hein, où il y a un rapport avec, particulier avec des grands blonds. Mais là encore, le témoin, il voit cette boîte, ici, et puis il veut la prendre, hein, c'est la preuve. Alors au départ, ils sont d'accord, mais finalement, non, on ne vous la donne pas. Mais bon, on lui a fait croire qu'on allait lui donner quand même, au départ. Là, c'est une représentation aussi de sorte de lutin qu'on retrouve dans la mythologie, qu'on retrouve dans certains cas, en fait, qui se ressemblent un peu. Là aussi. Là, c'est un livre d'Éric Louchard, c'est un des cas de. Alors, là, on pourrait dire d'être, mais pas petit gris, mais grand gris, qui est apparu, donc, aussi en plein embouteillage. Et il y a eu des témoins, énormément de témoins, quand même. Donc là, c'est un livre d'Éric Louchard, il m'a donné cette planche. Un des cas en 1927, voilà, de sorte de boule qui sort de l'eau, aussi à Rovigo, Corbella, en Vénétie. Éric Louchard, dont j'ai souvent parlé, là, ici présent. Donc, il fait partie de l'OVNI et Conscience, il y a Fabrice Bonvin, il y a Philippe Guillemont, Jocelyn Morrison, Philippe Solal, Daniel Robin. Donc, on va dire, sur la suite logique justement, qui font cette analyse, en fait. Il y a aussi Laurent Kasprovic qui fait toute cette analyse, justement, entre le phénomène OVNI et ce phénomène inconscient collectif. Voilà, l'idée d'Éric Louchard, je vous conseille beaucoup. On se fait épuisé, mais peut-être je peux le trouver. Mais... Voilà. Alors, je vais faire la conclusion. On va dire que les formes mimétiques semblent imiter avec plus ou moins de vraisemblance des objets naturels ou artificiels. Donc, en cette catégorie, des voiliers aériens qu'on voit dans l'Antiquité, hein, au Moyen-Âge, il y a les satellites de Vénus qui sont mentionnés au XVIIIe siècle, les dirigeables de 1897, les aéroplanes fréquents de fantômes en Norvège, les bombes volantes de Scandinavie de 1946, les faux wagons, les fausses lunes, les fausses planètes, les faux satellites, les faux oiseaux, les faux bateaux. On va dire que c'est une idéoforme. Et cette idéoforme qu'on retrouve dans les armées célestes, avec les croix lumineuses, alléguées au Moyen-Âge, qu'on retrouve aussi dans l'objet de secours dont j'ai parlé tout à l'heure, qui semblait préfigurer le LEM lunaire, comme dans les cas de Fény ou de Sartrouville. Et puis on retrouve aussi cette idée d'archétype idéoforme. Alors, la plus courante, bien sûr, c'est celle de la soucoupe, mais il y a plusieurs formes, hein, les cierges, les cigares, qu'on retrouve aussi dans le cas de Tripoli, où il y a cette forme d'archétype hein, qui se retrouve d'œuf allongé, comme on trouve là ici, dans cette image, où justement l'habitacle transparent, les portes des échelles, les antennes, le train d'atterrissage avec les roues caoutchouteuses. Là on est vraiment dans le taulier-boulon dans ces années 50 qui après disparaît parce qu'après le phénomène en plus est diurne à cette époque-là et après il devient nocturne. Et finalement il se cache beaucoup plus alors qu'il était en phase d'approche, en phase d'accroche justement. Alors aussi, le comportement des occupants varie, hein, et suivant les témoins. Devant un cultivateur, il prélève des végétaux. Devant un prospecteur, il ramasse des minéraux. Devant un mécanicien, il répare leur engin.
Donc il y a cette idée d'idéoforme. C'est pour ça que je parlais de réalisme magique. Alors, on pourrait bien sûr objecter que les formes mimétiques et les idéoformes sont rares et ne méritent pas d'entrer dans une analyse globale du phénomène. Mais leur rareté apparente ne tient peut-être qu'aux méthodes d'enquête. Et quand on comprend, bien sûr, les formes mimétiques, ça nécessite un esprit critique, une bonne connaissance du sujet. Mais on se rend compte que cette existence d'idéoformes, on pourrait aller plus loin dans l'analyse. Mais quand on constate cas par cas, on se rend compte souvent qu'il y a cette forme de miroir, de mythologie en miroir. Alors, et en plus, les formes sont souvent vraisemblables pour l'époque, hein, comme pour les dirigeables, mais dès qu'on se rapproche un peu plus près, on voit bien qu'elles sont complètement anachroniques. Donc la conclusion, en fait, c'est quand on parle de miroir, le miroir, il reflète, mais il n'enseigne pas. C'est Camus qui dit cela. Parce que le phénomène du miroir, il ne se montre pas. Il nous montre nous, mais il ne se montre pas lui. Voilà, c'était ma conclusion. Alors vous pouvez me retrouver, il y a bien sûr Facebook Mike Adébaran, la chaîne YouTube Mike Adébaran, la Gazette de Rennes-le-Château, le YouTube. Vous pourrez retrouver aussi l'actualité des repas ufologiques. Donc en France, je travaille aussi pour le Monde Mystérieux, où souvent les vendredis on fait des lives, et puis aussi le mardi de 21h à pas d'heure, on fait un blabla live sur la chaîne Athémie Athéno, où là on évoque différents sujets, pas toujours ufologiques, mais de plein de sujets différents. Voilà, je tenais à vous remercier pour cette écoute attentive, et Hugo va, je pense, faire une conclusion aussi. J'espère que ça va. Merci Mike pour cette présentation sur les ballons dirigeables. Pour ceux qui ont des questions, je vous invite à vous rapprocher de Mike et lui poser directement. On est un peu limite en temps.